Quelles sont les philosophies de Marcus Garvey et Webb Du Bois? Qu'est-ce qui les oppose, mais aussi sur quel point ils se rejoignent malgré eux? On découvre deux visions du panafricanisme et, comme le dit Hamza Boukaria Bara, deux manières d'être noir. Salut la famille d'Afrique et d'autres terres, moi c'est Nelly. Bienvenue sur Afrochronique KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afrodescendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque jeudi à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. L'opposition entre Marcus Garvey et Webb Du Bois est probablement la plus connue du mouvement panafricain. L'historien Hamza Boukaria Bara dédie une partie de son ouvrage Africa Unites à expliquer les raisons de cette relation conflictuelle. On a déjà parlé de Marcus Garvey dans un épisode de l'Afrodico, donc si tu veux avoir plus d'éléments biographiques, je t'invite à aller le regarder, le lien est en barre d'infos. Quant à Webb Du Bois, il est né aux États-Unis en 1868. Il fait des études brillantes en histoire, sociologie et philosophie et va notamment réaliser la première étude scientifique de sociologie des États-Unis qu'il dédie au quartier noir de la ville de Philadelphie. En plus du racisme, Du Bois constate les fortes inégalités et la pauvreté qui gangrènent les populations africaines-américaines. La recrudescence des lynchages et le refus des autorités à octroyer les droits élémentaires aux Africains américains conduisent Du Bois à entrer dans le militantisme. Il forge son idéologie sur le concept du talented tenth, l'idée qu'il suffirait que 10% des Africains américains constituent une élite intellectuelle pour améliorer la condition de toute la communauté. Cette élite prendrait les postes hiérarchiques jusque-là occupés par les Américains blancs, ce qui permettrait de couper le rapport de domination dirigeants blancs, employés noirs. Du Bois cofonde en 1909 la NAACP, l'Association nationale pour l'avancée des peuples de couleur. Il fait campagne contre les lynchages et organise des manifestations pour les droits civiques. Suite à la conférence panafricaine de 1900, Du Bois est l'initiateur des congrès panafricains, dont le premier est organisé en 1919 et réunit pour la première fois des personnalités africaines, caribéennes et états-uniennes. Alors qu'il était au début très élitiste, l'idéologie de Du Bois va finalement évoluer jusqu'au communisme. Il voyage en Afrique à plusieurs reprises, puis, face à la chasse aux sorcières organisée aux États-Unis contre les communistes, il s'installe au Ghana de Kwame Nkrumah, où il décède en 1963, un an avant l'adoption du Civil Rights Act. Comme tu vois, c'est un gros résumé de la vie et de l'œuvre de Du Bois, mais ça me semblait important de poser les bases pour mieux comprendre la suite. Comme toujours, si tu veux aller plus loin, je te mets des références en barre d'infos, dont la vidéo de la sœur Onombe Gilombi, qui lui a consacré une vidéo en entier. On peut maintenant donner la parole à Hamza Boukaria Bara pour comprendre ce qui opposait tant Marcus Garvey et Webb Du Bois. Comme le souligne l'historien George Jefferson, la différence entre le panafricanisme de Du Bois et le panafricanisme de Garvey peut se résumer ainsi. D'un côté, les demandes politiques d'émancipation réclamées par une élite intellectuelle jugeant ce qui est bon pour le peuple. De l'autre côté, un mouvement hétérogène qui appelle à la mobilisation des milieux populaires et au renforcement de la solidarité raciale, quitte à en exclure l'élite. Le débat Garvey-Du Bois, ou UNIA-NAACP, montre qu'à l'intérieur d'une même communauté, les revendications de la partie la moins autonome du point de vue économique et social, mais la plus importante numériquement, ne sont pas toujours prises en compte lorsque la portion la plus indépendante, et qui a donc accès à l'espace public et politique, se charge d'exprimer les revendications de toute la communauté.
La position sociale, le lieu de résidence et la couleur donnent alors un mélange explosif. Au début des années 1920, la rivalité entre les deux hommes est résumée de manière caricaturale dans la presse comme une opposition entre le nègre Marcus Garvey, jamaïcain à la peau noire, et le mulâtre Webb Du Bois, afro-américain de couleur à la peau claire. Plus tard, dans une réponse au linguiste français Roland Barthes, qui souhaite remplacer le terme négro par personne de couleur, le linguiste afro-américain John Both se référa à une citation de Du Bois qui précisait en 1928 que les noms ne sont que des signes conventionnels pour identifier des choses, mais que la réalité demeure. Si les nègres, Negroes, font l'objet de racisme, cela est lié à leur couleur et non à leur dénomination qui peut en revanche évoluer en fonction de leur statut social. Le débat peut paraître anecdotique, mais Booker T. Washington, bien qu'il fût clair de peau, et surtout Garvey, ont critiqué la prééminence d'une élite au teint plus clair qui considérait cette clarté comme le signe d'une supériorité sur les autres noirs dont elle se voulait pourtant porte-parole. La position essentialiste de Garvey, pour qui la race et la culture sont liées de manière éternelle et inaltérable, diverge de la lecture de Du Bois qui estime que l'identité africaine des Noirs en Amérique s'est modifiée au contact d'autres groupes ethniques pour se fondre dans la culture américaine. Pour Du Bois, le noir est noir par origine et américain de nationalité ou de culture, mais en désirant s'intégrer, il lutte pour sortir du complexe imposé par le voile de couleur qui recouvre cette double identité. Pour Garvey, en revanche, le noir est issu de la race nègre et les noirs du monde entier doivent revendiquer avec fierté leur appartenance commune à l'Afrique. En affirmant que leur seule nationalité est africaine, ils font du retour sur le continent d'origine une étape vers la reconquête de leur souveraineté. Du Bois et Garvey personnifient deux manières d'être noirs. Là où le premier, arborant une moustache bismarckienne, apparaît sous les traits d'un dandy occidental, Garvey, affublé de son légendaire chapeau à plumes et de son apparat de style mussolinien, impose, lors des défilés de la UNIA, l'image d'une Afrique conquérante. Là où Du Bois semble chercher à masquer ses racines africaines en insistant sur ses origines familiales françaises et hollandaises, Garvey fascine par sa capacité à mettre en scène la fierté nègre. Dans le fond, se demande Du Bois, qu'est-ce qui fait que je me sens lié à l'Afrique ? La couleur est un élément de rapprochement, mais le fondement de l'identité noire est selon lui l'héritage social de l'esclavage, la discrimination et l'insulte, et cet héritage nous lie ensemble, non seulement avec les enfants de l'Afrique, mais il s'étend à travers l'Asie et dans les mers du Sud. C'est cette unité qui m'attire à l'Afrique. Pour l'historien Oyedele Langley, il n'y a pas un seul mouvement panafricain, mais une série de mouvements panafricains qui assument différentes caractéristiques dans différentes ères, sous des directions différentes, mais largement unis par une idéologie de race et de couleur, et par un sentiment d'injustice et d'infériorité. Ainsi, derrière de nombreuses contradictions liées au fait que son message, de nature populiste, a été librement interprété par ses partisans, Garvey, qui présente régulièrement son mouvement comme un sionisme de la race nègre, entend porter parmi les Noirs du monde entier le message pan-nègre de la libération de l'Afrique à partir de l'unité de la race. Quant à la pensée de Du Bois, toujours hostile à un mouvement de masse comme celui de Garvey, elle évolue du soutien à l'intégration sur le sol américain à l'anticolonialisme sur le sol africain, en passant par le nationalisme noir américain et le combat pour l'autodétermination des peuples de couleur. Salut! Si tu es toujours ici, c'est que visiblement le contenu te plaît. Donc pour soutenir mon travail, c'est très simple. Il suffit de mettre un j'aime, t'abonner, activer la cloche et on se retrouve juste après ça. Ultérieurement, des penseurs critiques comme Padmore ont estimé que Garvey et Du Bois se rejoignaient sur de nombreux points, notamment l'idée que la conscience d'appartenir à un même ensemble ethnique historiquement victime du racisme ne doit pas conduire les Noirs vers un nationalisme étroit ou un racisme inversé, mais vers un projet politique clair consistant à créer un État en Afrique, soit sous l'impulsion des Noirs de la diaspora, soit en solidarité avec les Noirs restés sur le continent.
Sur ce dernier point, il faut relever que le slogan de Garvey n'est pas le retour en Afrique, mais l'Afrique aux Africains. À une époque où le continent est colonisé par les puissances européennes, la différence est importante. Les Africains doivent non seulement se retrouver en Afrique, mais ils doivent surtout y recouvrer leur souveraineté. C'est ce qui explique la popularité de Garvey dès l'entre-deux-guerres sur le continent africain, et notamment dans les colonies britanniques, Kenya, Ghana, etc. Ayant lu The Philosophy and Opinions of Marcus Garvey, 1926, lors de son séjour estudiantin aux États-Unis, le président ghanéen Kwame Nkrumah précisera en avril 1960 que le concept garvéiste de l'Afrique aux Africains ne signifie pas que les autres groupes ethniques sont exclus, mais qu'ils doivent accepter de se soumettre démocratiquement à la majorité africaine. Il faut constater que le panafricanisme, dans sa version duboisienne comme dans sa version garvéiste, ainsi que dans la plupart de ses formules ultérieures, demeure antiraciste et peu revanchard envers les Européens. Dans une période marquée par l'essor du nazisme et du fascisme, les thèses panafricanistes liées à la race et à la nationalité vont plus dans le sens de la défense des Noirs que de l'attaque des Blancs. À aucun moment l'idée de soumettre l'Europe ou une autre partie du monde à l'Afrique n'est exprimée. En dépit des siècles d'exploitation et de domination coloniale, le sentiment anti-blanc est demeuré relativement faible, notamment en Afrique où s'opère le passage du panafricanisme racial au panafricanisme continental. Sauf dans le cas très circonstancié de l'Afrique du Sud et des colonies de peuplement, Algérie, Angola, Kenya, Zimbabwe, et même dans ces territoires-là, en dépit de la propagande, les guerres de libération n'ont heureusement pas donné lieu à une extermination des minorités blanches par les Africains. Le débat entre Garvey et Du Bois est donc très important pour comprendre ce sentiment de respect et de timidité envers les Blancs qui pose problème dans l'affirmation d'une indépendance et d'une identité culturelle. Attaché à la pureté de la race noire, Garvey se montre prêt à envisager une collaboration avec le groupe suprémaciste blanc du Ku Klux Klan dans le projet de rapatriement des Noirs en Afrique. Les deux groupes se rencontrent, et bien qu'opposés et agressifs dans leurs discours respectifs, ils arrivent à la conclusion qu'ils ne veulent pas que Noirs et Blancs se mélangent. Le refus de Garvey de s'engager dans la lutte contre la ségrégation est apprécié par les militants du clan, qui considèrent que le projet de retour en Afrique ne s'oppose pas, au contraire, à leur volonté de préserver la pureté de la race blanche. Garvey va jusqu'à souligner que la politique raciste du clan est moins hypocrite que celle des leaders noirs qui font alliance avec les blancs. Dans les faits, en dehors de discours et de rencontres, aucune collaboration concrète n'a abouti entre ces deux groupes qui vont à contre-courant de l'histoire. Garvey perd dans ce rapprochement tout son crédit auprès des autres leaders noirs, ainsi que d'une grande partie de sa base. Le psychiatre antillais Frantz Fanon dira plus tard que le noir aliéné cherche à plaire aux blancs, y compris si cela le conduit à adopter une démarche schizophrénique. La désaliénation raciale consiste à rendre le noir capable de voir le blanc comme une couleur comme une autre, et non comme la couleur du pouvoir ou de Dieu. Il faut noter que la philosophie raciale de Garvey a évolué avec le temps. À l'époque où il contribuait, à Londres, au journal de Ducey Mohamed Ali, il était parfaitement à l'aise dans la solidarité interraciale. À cette période, Garvey partageait l'enthousiasme de Mohamed Ali pour le Wafd, le parti indépendantiste égyptien de Saad Zarloul, et exprimait sa solidarité avec l'émir nationaliste marocain Abdelkrim. Et lorsqu'il s'installait à Harlem, son public n'était pas exclusivement noir. Le futur leader nationaliste vietnamien Ho Chi Minh, présent à New York en 1917 et 1918, avait lui-même assisté à l'une de ses allocutions. En réalité, la philosophie de Garvey diffère en partie des orientations de son organisation qui va progressivement lui échapper. Tout d'abord, Garvey a une connaissance bien plus limitée que Du Bois des structures, des nations et des sociétés africaines, ce qui l'amène à résumer la culture à un simple mélange de la race et de la couleur. Ainsi, il développe dans ses discours une conception biologique de la race mélangée à une interprétation de l'histoire biblique afin de renverser les théories négrophobes du XIXe siècle. En inversant le symbolisme des couleurs, il inspire l'idée de la beauté noire, Black is Beautiful,
reprise par le mouvement de la Renaissance de Harlem dans les années 1920 et par le mouvement d'autodétermination du pouvoir noir, Black Power, dans les années 1960. Ensuite, en tenant des propos hostiles au métissage, accusé de favoriser l'assimilation culturelle des peuples noirs, puis en appelant à la formation du nouveau nègre pour le besoin d'une rédemption et d'une régénération de la race, Garvey se donne l'image du champion de la race nègre. Or, la UNIA compte un nombre important d'Américains et d'Antillais métis, évoluant dans une société américaine où, au contraire de la Jamaïque et des autres îles antillaises, les personnes métissées sont considérées comme noires. Les cadres de la UNIA seront ainsi les premiers à reprocher à Garvey d'être en contact avec l'organisation suprémaciste blanche du Ku Klux Klan. En décidant de se consacrer entièrement à sa vision messianique d'une Afrique forte, unie et libérée, imposant sa volonté et faisant la fierté de tous les Noirs du monde, Garvey gagne dans la solidarité raciale, noire, ce qu'il perd dans la solidarité interraciale, de couleur, dont il avait été un pionnier lors de son passage à Londres. Alors que le mouvement des congrès panafricains et l'engagement de Du Bois en faveur des peuples de couleur dépassent rapidement le cadre des États-Unis pour embrasser l'ensemble du monde sous domination coloniale, Garvey se concentre sur l'Afrique noire, où il n'a pourtant jamais eu l'occasion de se rendre, mais où son influence grandit à partir des années 1920. C'est déjà fini pour ce nouvel extrait du livre Africa Unite. Dis-moi en commentaire ce que tu as retenu des principales idées de ces deux leaders, ce que tu as aimé ou au contraire les points avec lesquels tu n'es pas d'accord. Si tu veux en savoir plus sur le panafricanisme et Marcus Garvey, il y a 2 vidéos qui vont s'afficher juste ici. Il suffira de cliquer. À tout de suite.